Dire bonjour à tout le monde pour ceux qui ont manqué une petite partie et qui se joignent à nous. Alors, j'ai 2 agentes du service de police de l'agglomération de Longueuil qui se joignent à nous aujourd'hui. Et bon, on a eu des petits problèmes techniques, mais là, on est dans le bon sens au niveau de l'écran. Je pense que tout le monde nous entend à la maison et je vous remercie de vous joindre à nous. Alors, on va recommencer un peu notre discussion pour être bien sûr que tout le monde l'a bien entendu à la maison. Alors, ce que je disais, c'est que oui, vous avez un rôle au niveau de l'intervention d'urgence, mais aussi au niveau de la prévention. Puis, j'étais intéressée à savoir, dans le fond, votre profil, depuis combien de temps vous exercez votre métier, puis c'est quoi votre rôle au service de police? Fait que je vais recommencer avec l'agent d'Anjouat, s'il vous plaît. Donc, je recommence, je me représente. Je suis l'agente Jennifer d'Anjouat. Ça va faire bientôt 13 ans que je travaille au service de police de l'agglomération de Longueuil. Et ça fait à peu près 5 ans que je travaille à la section prévention, vigilance et relations avec la communauté. L'essentiel de notre travail à nous, c'est de travailler dans les écoles, auprès des jeunes, aller parler de divers sujets sensibles, la cybersécurité, la sécurité à vélo. On aborde finalement toutes sortes de thèmes, toutes sortes de sujets chauds de prévention. On agit aussi à titre de conseiller auprès des directions, auprès du personnel des écoles. Des fois, on a des interventions à faire auprès de des jeunes qui se mettent dans des situations où on se dit « ouf, là, il faudrait peut-être intervenir ». Donc, ça fait partie pas mal de l'essentiel de notre travail au niveau de la prévention. Oui, puis notre rôle, c'est aussi, avant que la personne ne soit allée trop loin, s'il y a un jeune, entre autres, qui est allé, tu sais, là, qui est en train de prendre le mauvais chemin, disons. Là, il met un pied à l'extérieur, puis là, oups, là, c'est peut-être pas la bonne chose pour son avenir. Bien, on peut aller le rencontrer, puis on peut aller discuter avec lui. C'est pas une arrestation automatique quand on dit « la police va venir t'arrêter ». Nous, notre rôle, c'est vraiment d'aller rencontrer les jeunes, de leur expliquer, de leur faire comprendre les conséquences de leur choix. Donc, si tu fais un bon choix, tu vas avoir des bonnes conséquences. Si tu fais un mauvais choix, tu vas avoir de mauvaises conséquences. Donc, je vais me présenter aussi. Alors, je suis l'agente Tania Lafont. Je suis policière depuis presque 18 ans maintenant pour le SPAL, le service de police de l'agglomération de Longueuil. Puis, ça fait 6 ans que je suis à la prévention avec Jennifer. On est arrivé en même temps à la prévention. Parfait. Fait que vous faites une équipe. Alors, on peut-tu dire que le métier policier, c'est un travail d'équipe? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Certainement, et ça commence même à la prise d'appel. Quand un citoyen loge un appel au 911, par exemple, eh bien, c'est pas un policier qui va répondre à l'appel, mais c'est un répartiteur. Donc, à partir de ce moment-là, le répartiteur qui va récolter l'information, bien, ça va être bien important qu'il pose les bonnes questions pour nous donner les bonnes informations. Quand le patrouilleur se rend sur l'appel, bien, ça l'aide à être mieux préparé, à s'orienter aussi, à savoir comment préparer la façon dont il va intervenir. Suite à ça, bien, il peut avoir une suite à l'appel. Il peut avoir un besoin de technicien en scène de crime, par exemple, s'il y a une scène de crime à faire. Sinon, le dossier peut être orienté vers les enquêteurs s'il y a des preuves à aller chercher davantage, etc. Donc oui, c'est un gros travail d'équipe, le métier policier. Puis des fois, là, si on va sur des vraies urgences là, qui sont un petit peu dangereuses, là, bien, même les autres policiers sur la route entendent les appels rentrer, puis là, ils se disent « Hey, on va aller prêter main forte à nos collègues policiers ». Puis une fois sur place, là, même quand on a rencontré les personnes et tout ça, des fois, là, il n'y a plus ils n'ont plus besoin de la police, ils ont besoin d'autres choses. Bien là, on va appeler des organismes, des gens qui travaillent dans la ville, tout ça pour aider les gens. Ça peut même être des fois un docteur, ça peut être un travailleur social, ça peut être la famille et tout le monde, s'ils veulent travailler en équipe, ça fait en sorte que ça fait un travail extraordinaire en fait. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe, hein, on dirait. Puis au-delà de ça, j'ai l'impression, en vous voyant, que vous avez une super de belle chimie. Fait qu'il y a aussi un travail d'équipe avec notre partenaire de travail aussi. Hein? J'imagine qu'on apprend à se connaître de tous les côtés. Ben, c'est sûr que, imaginez-vous, là, assis dans une voiture comme ça, un à côté de l'autre, 9 heures par jour, 45 heures par semaine, Ouais. C'est sûr qu'on finit par être pas mal proche. Puis il y a aussi la notion de protéger l'autre. Tu sais, nous, on a notre devoir, c'est de protéger, de servir, mais on protège aussi la vie de notre partenaire et vice-versa quand on va sur des appels ou en tout temps aussi. Là. Fait que, oui, on devient très, très proche et très complice. C'est vrai, quand on a un partenaire à long terme aussi, on n'a même plus besoin de se parler, qu'on sait exactement ce que l'autre personne pense et comment elle va réagir dans l'intervention. Exact. Écoutez, c'est intéressant. Je veux savoir, si on rentre dans le... mettons, on enlève notre costume, notre uniforme, hein, d'où viennent les policières qui sont devant moi? Et est-ce que ça a été un rêve pour vous de devenir policier? Ça a été comme un gros accomplissement parce que vous vouliez faire ça depuis toujours? Bien, pour ma part, oui.
Moi, je dis tout le temps, j'ai eu la chance de savoir très jeune ce que j'avais le goût de faire parce que c'est pas donné à tout le monde. Tu sais, des fois, là, on est quand même jeune quand on nous dit, bon, faut que tu fasses ton choix de carrière, faut que tu choisisses qu'est-ce que tu veux faire. Puis, il y en a qui ne savent pas du tout. Moi, je savais que j'avais le goût d'être une police, puis je ne savais pas pourquoi. On me disait, pourquoi tu es une police? Je sais pas, j'ai le goût d'être une police. Moi, j'aime ça, la justice, j'aimerais ça aider les gens. Dans ma famille, j'ai un oncle qui est policier, maintenant retraité. Peut-être qu'il a été une source d'inspiration pour moi. Je ne sais trop, mais pour moi, c'était juste en dedans. J'avais le goût d'être une police, puis j'ai eu la chance d'aimer ce que je fais aussi. Ouais. Moi, de mon côté, ça s'est vraiment concrétisé au niveau collégial. J'ai décidé de m'orienter là-dedans, sauf que toute petite, j'étais extrêmement intéressée par tout ce qui était émission. Il y avait une émission à l'époque qui s'appelait Urgence et j'adorais me faire peur avec ces émissions-là. Et tout ce qui traitait du domaine policier, ça m'intéressait énormément. Et j'ai un papa qui travaille dans le domaine des services d'urgence également, donc j'ai quand même eu un modèle de ce que c'était là, dès mon très jeune âge. Parfait. Puis écoutez, pendant qu'on se parle, il y a des gens qui sont connectés directement, qui nous posent des questions. Alors là, vu que j'étais à la maison, j'ai mon petit téléphone, puis je vois les questions qui rentrent. Fait que je vais vous en poser une parce que je trouve que ça a un lien avec notre discussion. En fait, c'est Priyanka qui nous pose la question. Elle nous demande, ça a un lien avec les qualités de policiers et policières. Hein? C'est, est-ce que vous êtes quelqu'un de stressé? Puis comment on gère le stress au travail? En fait, le stress devient de l'adrénaline. On en parlait un petit peu ailleurs. Oui, il faut avoir une bonne résistance au stress, un bon contrôle du stress, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est jamais stressé. On parlait de peur aussi. Oui, on est des personnes, on est des êtres humains. Fait oui, on est capable d'avoir peur. Et les peurs qu'on a eues dans notre métier, ben, c'est dur de dire que ça a été extrêmement épeurant parce que, comme je viens de le mentionner, ça se transforme en adrénaline. Donc, ça nous fait faire des bonnes actions. Une bonne adrénaline qui nous fait faire des bonnes actions, mais ça nous permet de régler une situation, passer à travers quelque chose qui est extrêmement stressant. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est formé pour ça. Donc, il y a tout un cheminement qui se fait une fois qu'on a fini le secondaire. Quand on va en technique policière, on a toutes sortes de formations qui nous sont données. Après le cégep, on a aussi l'école de police. Puis une fois qu'on rentre dans le métier policier au sein du service de police, on a encore des formations. Donc, si jamais on a des petites peurs ou, je dirais, le mot peur, il est un peu fort, mais c'est surtout l'inconnu. Tu sais, on ne sait pas sur quoi on s'en va, bien, on va aller chercher dans notre boîte à outils ce qu'on nous a donné comme formation, puis on va s'en servir. Mais c'est sûr que qu'on soit dans la police, dans n'importe quel métier ou qu'on ne travaille pas en ce moment, parce qu'on est nous aussi, on est, comme disait Marie-Ève, des fois on enlève l'uniforme. Je pense que l'important, si on a peur de quelque chose, on respire, on prend le temps de réfléchir, on va chercher les outils qu'on a avec nous, puis on fait avec. Dans les qualités d'un bon futur policier, ça serait, j'imagine, hein, la gestion du stress, le courage. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre là, sur les qualités pour quelqu'un qui veut devenir un policier-policière? Je dirais savoir prendre des bonnes décisions rapidement, avoir une bonne écoute, une bonne communication aussi. Pourquoi tu parles de l'écoute? Pourquoi tu parles de l'écoute, Jennifer? Pourquoi c'est important? Bien, être à l'écoute, ça nous permet de poser des meilleures actions. Si on ne prend pas le temps d'écouter, bien, on n'est pas en mesure nécessairement de reconnaître les réels besoins des personnes. Quand on prend le temps d'écouter, de regarder, par exemple, en relation d'aide, tout ce qu'il y a autour d'une personne, bien, on va être en mesure d'aller chercher des outils. Si on sait que la personne a une famille, un frère, une sœur, un parent qui vit à l'extérieur, par exemple, bien, pourquoi pas aller rejoindre cette personne-là pour nous aider à aider la personne. Mais si on ne s'y intéresse pas, on ne prend pas le temps d'écouter, bien, c'est quelque chose qu'on ne saura pas nécessairement, donc on ne pourra pas s'en servir. Je pense qu'il faut savoir communiquer aussi, puis ça s'apprend. Tu sais, quand on est tout jeune, on dit « Oh non, moi, je suis trop gênée de parler », il ne faut pas s'en faire avec ça, là. Ça peut venir avec le temps. Mais l'outil qu'on sert le plus, en général, des policiers, là, c'est notre bouche pour parler. Puis moi, je donne souvent l'exemple, là, tu sais, nous, là, quand on répond, là, les patrouilleurs, bien, plus nous à la prévention, mais les patrouilleurs, quand ils répondent à une urgence, là, c'est que ça va pas bien. Hein? Les gens, ils font le 911, ils nous appellent, ils ont besoin de la police. Si les policiers, ils rentrent, ils défoncent la porte, ils lancent une table, lancent une chaise, ils défoncent un mur, je pense qu'ils ne seront pas en mesure de bien aider les gens. Quand on arrive, il faut être calme, il faut dire « Bonjour, on est des policiers, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Comment on peut vous aider? » Puis là, bien, comme disait Jennifer, il faut écouter ce qu'on est en train de nous dire parce que sinon, on ne comprendra rien. Fait que...
C'est intéressant, les filles, parce que, tu sais, souvent, on parle hein, d'adrénaline, tu sais, il y a le stress, il y a l'intervention, mais là, vous nous parlez de l'aspect qui est plus de se poser, de réfléchir, d'écouter et de parler. Puis ça, c'est un aspect peut-être qu'on a moins entendu, mettons, de l'intervention policière. Tu as parlé un petit peu tout à l'heure, Tania, de la formation, qu'il y a, dans le fond, pour atteindre justement le métier de policier, il y a différentes étapes. Tu as parlé de la technique policière au cégep, ensuite de l'Institut de police. Est-ce que tu peux nous dire peut-être des éléments peut-être que personne ne sait par rapport à l'école de police, mettons? Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Qu'est-ce qui fait qu'on vous forme là-bas, qui est particulier peut-être? Parce que là, j'imagine que vous n'assoyez pas je ne sais pas, 8 heures par jour devant un professeur qui vous enseigne. Là. Il faut un peu de concret, j'imagine. Oui, bien en fait, moi j'inviterais, s'il y en a qui sont vraiment intéressés à aller voir, vous pouvez aller voir sur le site Internet de l'École nationale de police du Québec. C'est ENPQ, École nationale de police du Québec. Il y a toutes sortes d'images qu'on peut voir. Fait que c'est sûr que moi, ça fait quand même 18 ans là, que je suis sortie de l'école de police, mais ça n'a quand même pas tant changé, là, je dirais, de base. Fait que oui, on a des cours, il faut être assis à une table, on va nous apprendre du théorique, qu'on appelle avec les livres et tout ça, mais il y a beaucoup, on a la chance d'avoir cette école-là au Québec qui est extraordinaire parce qu'on peut faire des scénarios. Ça, là, c'est ce que les apprentis policiers aiment le plus, là, je pense bien. Là. Puis, ils ont des comédiens aussi qui engagent. Fait qu'ils ont des petites maisons, entre autres. Il y a un poste de police, il y a les véhicules de police. Et là, ils nous mettent dans toutes sortes de situations qui peuvent être vécues dans la vie réelle, là, je dirais, dans la vraie vie. Puis là, il faut voir comment on répond à ça, puis comment ça fonctionne, en fait, finalement, le métier policier. Puis suite à ça, il y a toujours une rétroaction. On se rassoit avec nos professeurs, nos coachs. Puis là, ils nous disent, bon, mais regarde, ça, tu as bien fait, ça, tu pourrais l'améliorer, ça, t'as-tu pensé faire autrement? Donc, oui. Ben moi, j'ai quelque chose qui intéresse actuellement les élèves dans les classes. Quand on est à l'École nationale de police, on a une journée qui est réservée pour que les aspirants policiers testent le port de Cayenne. Ah ah! Donc, on est habillés en conséquence et là, on se fait envoyer par un instructeur du port de Cayenne dans les yeux. Et là, on a comme objectif de retourner à notre véhicule avec le gaz dans les yeux et d'appeler les renforts. Et là, il y a toutes sortes de faits cocasses qui se produisent, dont des aspirants policiers qui se trouvent enfermés à l'arrière du véhicule de police. Mais vous savez, quand on est enfermé à l'arrière du véhicule de police, il n'y a pas de poignée pour sortir. Donc, là, ils sont pris, là, il faut qu'ils arrivent à la radio en avant dans le véhicule de police pour demander de l'aide. Mais là, on n'est pas en situation de danger, fait qu'on peut en rire. Puis, et c'est dans un contexte de formation, donc il y a beaucoup d'apprentissages qui se font à partir de ça. Et ça nous permet de savoir, le gaz dans les yeux, c'est quoi que ça fait. Donc, on va s'en servir si c'est vraiment nécessaire. Puis on sait comment l'autre personne va se sentir, même si la personne, elle est fautive dans son attitude, parce que quand on s'en sert, c'est toujours pour protéger la personne, pour se protéger aussi. Donc, on sait comment il se sent, puis on sait à quel point on va faire le plus rapidement possible, le plus sécuritairement aussi, mais pour aller décontaminer la personne. Puis, c'est pas dangereux pour la santé, là. C'est vraiment, après ça, il faut mettre de l'eau, de l'air, c'est tout à partir. Et c'est très cocasse de voir les aspirants policiers à la fin de cette journée-là qui ont tous les yeux bien rougis avec... ou le retour du gaz lorsqu'on prend notre douche parce que ce qui s'est accumulé dans les cheveux peut nous couler dans le visage. Donc, ça en est une chose que souvent... Donc, un passage obligé qu'on n'oublie pas, hein, j'imagine? Exactement. Écoutez, j'ai envie de connaître aussi, hein, j'imagine que c'est bon pour le service de police de Longueuil, là, mais ça doit être aussi pour différents autres services. Il doit y avoir d'autres, comment je pourrais dire, des titres différents, mis à part être patrouilleur quand on veut devenir policier. Là, il y a plein d'autres choses qu'on peut atteindre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des différentes professions reliées au métier policier? Bien, certainement. Puis, on s'était préparé. Hein. Tu sais, des fois, comme si on a un oral ou on veut être sûr de rien oublier. Fait que je vais me permettre de lire un petit peu les notes. On peut même s'y partager. Donc, c'est sûr que quand on rentre au service de police, habituellement, dans pas mal tous les corps de police, on rentre patrouilleur. Fait que ça, là, on répond aux urgences. On travaille de jour, de soir, de nuit, de fin de semaine. Puis, c'est ça, on répond pas mal aux urgences. Au niveau, on va parler du SPAL parce que ça dépend le service de police. Des fois, il y en a des plus gros, des fois, il y en a des plus petits. Donc, ils n'ont pas toutes les mêmes sections, les mêmes les branches, si on veut, là, qu'ils peuvent proposer. Mais au SPAL, puis à Montréal, ils ont ça aussi. Puis à la Sûreté du Québec aussi, la même chose, parce que ce sont des gros corps de police.
Donc, on a des maîtres chiens. Hein, des fois, quand on voit les chiens de police, ben, vous en avez parlé en plus. Hein, c'est mercredi, si je me souviens bien. C'est ça. Donc, il y a les maîtres chiens, il y a la patrouille spécialisée. Ça, la patrouille spécialisée, ce sont les policiers qui sont à moto, sur les 4 roues, en skidoo l'hiver, ou en motoneige, excusez-moi l'anglicisme. Après ça, il y a la patrouille cycliste. Ça, c'est l'été. Puis, il y a aussi les cadets policiers qui sont à vélo avec nos patrouilleurs cyclistes aussi. Fait qu'évidemment, ça, c'est printemps, été, puis un petit peu d'automne aussi. Parce que c'est des élèves qui sont en technique policière, donc sont en train d'étudier pour devenir policiers. OK. On a aussi la brigade nautique. Donc, on a des policiers qui sont sur le bateau du SPAL pour l'été pour voir les plaisanciers. Ceux qui ont des bateaux et tout ça, des fois, ils vont les voir puis ils vont s'assurer que c'est sécuritaire, qu'ils portent bien leur petite veste de flottaison sur l'eau. Ensuite de ça, on a aussi les enquêteurs. Donc, toute la section enquête, il y a la filature, hein, ceux-là qu'on ne voit pas là, puis qui peuvent suivre les gens. Ensuite de ça, on a l'identité judiciaire. Ça, là, c'est ceux qui font les scènes de crime, ils font les prises d'empreintes. Il y a aussi le groupe d'intervention. Il y en a qui vont dire « Ah oui, ça, c'est le SWAT. » Ouais. Ça, là, on a déjà vu ça dans les films, là, ça ressemble un peu à ça. Puis on a notre bureau d'analyse du renseignement. Ça, ce sont des policiers qui récoltent l'information pour les autres policiers, finalement. Puis là, ils vont tous mettre ça là, un peu comme un casse-tête, là, puis essayer de trouver, là, hop, il se passe quelque chose ici, là, à force que quand les gens appellent pour dénoncer. Puis, ben, il y a nous, à la prévention, évidemment. Puis, il y a vraiment toutes sortes d'autres branches. On pourrait en parler longtemps, mais c'est pas mal les principales qu'on vous a sorties, là. Mais il y a vraiment, je pense qu'on peut faire toutes sortes de polices, finalement. Tu sais, on peut vraiment y trouver son compte. Bien, je comprends, hein? J'ai l'impression qu'on peut toucher à plein de choses au courant d'une même carrière. C'est ça qui est intéressant. J'ai encore une fois des questions qui rentrent d'élèves. C'est ce que j'ai regardé. J'ai Kaya, 7 ans, qui nous demande « Vous, qu'est-ce que vous trouvez de difficile dans votre job? » Ouais, peut-être que vous pouvez parler de maintenant ou peut-être de quand vous étiez patrouilleur, je ne sais pas, là. Oui, bien, plutôt quand j'étais patrouilleuse, mais maintenant aussi à l'occasion. Ce qui est difficile dans le métier de policier, c'est qu'on est confronté à beaucoup de négatifs. C'est très rare que les gens vont communiquer avec le service de police pour avoir une assistance policière pour des choses qui sont positives. Par contre, il y a toujours moyen de s'accrocher à ce qu'il y a de positif dans la vie, je pense, et aussi dans notre travail, parce qu'il y en a. On a des citoyens qui sont contents de nous voir. On a des citoyens qui sont contents de notre travail. On reçoit des remerciements quand on fait des bons coups. Et je dirais qu'à notre niveau, au niveau de la prévention, c'est très positif. Quand on va dans les écoles, qu'on rencontre des jeunes, puis qui sont contents de nous voir, qu'on part de là, qu'on a des remerciements, eh bien, c'est là qu'on réussit à s'accrocher à notre positif, puis c'est vraiment le fun. On ressort de là en se disant « Crème, aujourd'hui, j'ai fait une bonne action, j'ai rendu des gens heureux, alors c'est cool. » tu sais. C'est pas mal ça. Oui, ça ressemble un peu à ça de ton côté? Ben oui, évidemment, hein, c'est une police comme Jennifer, mais si tu me permets, Marie-Ève, il y a aussi, moi, là, je voulais aborder ce petit point-là, il y a aussi des fois à l'interne, entre collègues, des fois, c'est pas facile, les regards entre les collègues, puis le jugement qu'il peut y avoir. Puis ça, je tenais à le dire parce que des fois, à l'école, quand on est jeune, ça se peut qu'on se sente une petite bébite, pas comme les autres, puis qu'on a l'impression que les autres nous regardent différemment, puis qu'on est tout seul comme ça, comme on est, puis on sait pas trop. Donc, moi, je veux dire que c'est comme ça aussi, des fois, dans la police. Puis quand on fait partie d'une section ou d'une autre, bien, on n'est pas beaucoup de policiers dans la section. Tu sais, comme mettons au SPAL, au service de police, on est 600 policiers. À la prévention, pour donner l'exemple de la prévention, on est 15. Donc, c'est quand même pas beaucoup. Mais dans d'autres sections, c'est la même chose. Puis des fois, la majorité des policiers peuvent regarder une section et faire « Qu'est-ce qu'ils font eux autres? C'est quoi ce genre de bibite-là? Oui, c'est des policiers, on est pareil, en même temps, on n'est pas pareil. » Fait que des fois, ça peut être plus dur, mais il ne faut pas s'en faire avec ça. C'est pas grave. On est tous pareils. On veut toute la même chose. Puis je tiens à dire que si jamais tu te sens comme ça à l'école, c'est normal aussi. C'est pas grave. Il faut laisser aller des fois. C'est vrai, c'est important, le jugement extérieur, hein, puis le fait de se sentir, justement. Puis des fois, c'est une sensation qu'on a, puis qui n'est pas nécessairement celle que les autres voulaient nécessairement nous faire vivre. Hein. Fait que c'est important d'aller vérifier aussi cette partie-là, tout à fait. Écoutez, les filles, on parle de moments difficiles. Y a-t-il une soupape dans votre vie qui vous permet, quand on sort du travail, d'aller, je sais pas, que ça soit une passion, que ça soit des gens qui nous font du bien? Qu'est-ce qui vous permet de ventiler?
Ben, je vais y aller. Pour ma part, moi, c'est de la course à pied. J'ai une très grande passion pour la course à pied. Je cours plusieurs kilomètres par semaine et c'est finalement, mes espadrilles, c'est mon psychologue. OK. Quand je pars courir, si j'ai eu une grosse journée, ça me permet de canaliser mon énergie, ça me permet de me sentir mieux. J'adore ça. Puis, quand je m'accroche à mon positif, comme je disais tout à l'heure, ben ça en fait partie. Ben, pour ma part, je pense des fois juste de rentrer chez moi, c'est calme chez moi, on a une belle ambiance, c'est le fun. Fait que juste de rentrer dans ma maison, j'apprécie beaucoup de voir des amis. J'aime beaucoup danser aussi. Moi, j'ai beaucoup dansé par le passé. Et des fois, là, je me lâche juste, là, je mets de la musique forte dans mon salon là, ou dans la cuisine. Peu importe, là, je me mets à danser. Puis j'ai des enfants, avec des fois, je les embarque dans le loop avec moi. Puis je fais toutes sortes d'entraînements. Moi, j'aime toucher un petit peu à tout. Fait que des fois, ça peut être simplement d'aller prendre une marche aussi. Je vais vraiment sur le coup. Comment je me sens, puis qu'est-ce que j'ai le goût là. C'est important de garder cet équilibre-là, hein, de ne pas juste mettre... Parce que des fois, on voit des policiers-policières, puis on se dit, eux sont 24 heures sur 24 en travail, puis c'est pas vrai, hein? Vous avez aussi une vie à l'extérieur. Par rapport à le petit toutou, moi, il me pose des questions. Il veut peut-être me parler même. Pourquoi vous m'avez présenté ce petit toutou? Monsieur Paul. Ah, Monsieur Paul qui s'appelle. Expliquez-moi ça. Monsieur Paul, en fait, c'est un petit peu notre mascotte. On le retrouve sous forme de toutou, mais on l'a aussi sur des tatous qu'on offre souvent dans nos kiosques qu'on fait l'été là, de prévention. Aujourd'hui, Monsieur Paul a enfilé sa veste de flottaison parce que Monsieur Paul est très prudent. Hein? Fait que quand il va sur des plans d'eau, ben, il met sa veste de flottaison pour être sûr qu'il n'arrive pas d'accident malheureux, hein, pour éviter que s'il tombe à l'eau, ben, pour qu'il puisse flotter finalement. Mais là, vous parlez de plan d'eau, puis là, moi, tout de suite, je pense à la canicule qu'on a vécue les dernières journées. Hein, fait que c'est vraiment, ça tombe à point au niveau de la prévention, parce que là, les jeunes ont recommencé la piscine, vont recommencer probablement à aller se baigner peut-être dans des lacs, mais surtout dans leur cours, hein, parce que là, on est encore confinés, hein, pour plusieurs, donc on vit dans notre cours. Alors, y a-t-il des choses qu'on doit peut-être se remémorer en ce début de saison? Bien, tout à fait. Puis en plus, on a fait un post sur Instagram à ce sujet-là dans les derniers jours. C'est important de toujours avoir la présence d'un adulte. Hein. Vous comprendrez que se baigner seul, c'est pas nécessairement une bonne idée. Pas parce que vous êtes pas, les enfants sont pas des bons nageurs. On sait qu'il y en a qui sont extrêmement habiles dans l'eau, mais il s'agit d'avoir un malaise, se cogner la tête, qu'il y ait un petit quelque chose qui ne va pas, mais c'est important d'avoir un adulte qui soit là à proximité. On ne court pas, je pense que ça, on se l'est fait dire souvent, même nous, quand on était petits, si on court, ben, il y a des risques de blessures. Tomber à l'eau avec un pied foulé ou une cassure, ben, c'est difficile de nager. On ne plonge pas si le niveau de l'eau, la profondeur de la piscine, je veux dire, ne nous le permet pas. On saute les pieds en premier, c'est une meilleure idée. On ne mange pas. On ne mange pas de gomme. Là, vous allez dire tabarouette, elle est plate, en titi, la policière. Mais c'est pour éviter des cas d'étouffement. Hein. Fait que on le prend en considération. Jouer à des jeux où il faut retenir son souffle, ben, c'est peut-être pas nécessairement une bonne idée parce qu'à un moment donné, ben, ton souffle, ben, il y a une limite. Donc, c'est une chose à faire attention aussi. On n'accède pas à des plans d'eau en franchissant des clôtures, on ne grimpe pas sur un filtreur, on n'essaye pas d'accéder à un bord de piscine. Ce n'est pas une bonne idée. Si on a froid, ben là, on va y aller un petit peu dans les conseils de base. Si on a froid, ben, on sort de l'eau, prendre une pause, puis on n'oublie pas de mettre de la crème solaire. C'est important pour éviter d'avoir des grosses brûlures. Si jamais, là, tu sais, parce que, mettons, on a des plus vieux peut-être qui nous écoutent, là, qui ont 11, 12 ans, peut-être un petit peu plus vieux, puis que ton parent t'a dit, c'est toi le responsable aujourd'hui, puis tu peux surveiller, puis c'est correct si ton petit frère ou ta petite sœur se baigne. La chose qu'on aimerait te dire, c'est que si jamais c'est toi le responsable qui doit surveiller les enfants dans la piscine, tu ne dois jamais, jamais quitter tes yeux de l'eau. Tu dois toujours avoir les yeux sur l'eau parce que ça va très, très, très vite si jamais il y a un enfant qui a un malaise ou il y a quelqu'un qui a un malaise. Donc, même si c'est pour te tourner puis prendre un petit texto, des fois, c'est beaucoup plus long qu'on pense. Et puis, pendant que tes yeux sont ici, ben, ils ne regardent pas la personne qui pourrait être en détresse. Tu ne rentres jamais non plus à l'intérieur pour aller répondre au téléphone. Si tu dois, du moment où tu t'assois, tu as apporté ton téléphone avec toi, une gourde d'eau, tu as apporté tout ce que tu avais besoin et tu es concentré sur la piscine. J'ajoute un petit quelque chose qu'on mentionne dans notre programme de prévention de noyade. Même si on est un enfant, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de déterminer qu'il y a une situation d'urgence qui survient. Donc, quand je rencontre les jeunes, je leur donne tout le temps un petit devoir de bien connaître son numéro de téléphone et son adresse. Donc, si
advenant le cas, un enfant a besoin de composer le 911 pour X raison. Ça peut être un adulte, parfois, qui est en détresse et l'enfant va avoir l'opportunité de composer le 911, mais c'est important de savoir ces informations-là. C'est un très bon point. Je pense que je vais vous inviter à venir sur le bord de ma piscine checker tout ça. En fait, merci les filles. Il y a un autre aspect que je voulais aborder rapidement. En fait, c'est que ça soit avec mes élèves ou je vois autour de moi, l'accessibilité aux technologies, c'est de plus en plus présent. Là, les jeunes passent beaucoup de temps là-dessus, que ce soit avec les jeux vidéo, mais aussi avec toutes les rencontres qu'on fait aussi avec nos enseignants, tout ça. Est-ce que vous avez peut-être un conseil de bon comportement ou de prévention de mauvais comportements qu'on pourrait adopter justement parce que c'est des rencontres qui sont virtuelles, mais qui demeurent être des rencontres. Hein? Fait que je pense qu'on a des responsabilités à avoir, que ce soit comme enfant ou comme adulte. Là. Bien, premier conseil, là, je dirais, si tu me permets, Jennifer, là, c'est ce que tu ne fais pas dans la vraie vie, tu ne le fais pas sur les réseaux sociaux. Donc, si dans la vraie vie, là, tu te dis hey, moi, je ne peux pas dire ça à cette personne-là parce que ça va la blesser, ça va lui faire mal, peu importe, mes parents ils disent que je n'ai pas le droit d'utiliser ces mots-là, tu n'as pas plus le droit de les utiliser sur les réseaux sociaux. Okay? Ça, c'est pour commencer. Les informations personnelles, on en parle énormément quand on va dans les classes parce qu'on voit beaucoup trop de choses qui sont exposées. Il faut cesser de penser que ce qui est réseaux sociaux, Internet est confidentiel. En fait, on dit toujours que c'est un petit peu des antipodes. Quand c'est confidentiel, on veut restreindre l'information, on ne veut pas que ça se sache, on veut garder ça pour nous, alors qu'un réseau social, par exemple, c'est fait pour créer des liens, donner de l'information à partager pour trouver des gens qui ont finalement des affinités qui sont semblables aux nôtres. Donc, c'est faux de croire qu'il y a un côté très privé sur Internet. Puis, les informations personnelles qu'on décide de partager, des fois, je vois beaucoup de choses, des gens qui sont tagués dans des lieux avec des personnes. C'est facile de savoir où la personne se tient, quels endroits elle fréquente. Et c'est de cette façon-là, des fois, que les jeunes, je trouve, compromettent leur sécurité. Puis des fois, on donne l'exemple, là, si jamais toi, tu as décidé de créer ton profil puis tu dis « Oh, moi, là, j'adore les sushis, ma meilleure amie, elle s'appelle Jennifer, moi, je vais à l'école Sainte-Claire à Longueuil, je demeure dans Longueuil. » Tu sais, tu mets toutes ces informations. Mon chien s'appelle Max. Si moi, là, j'étais quelqu'un de malveillant, puis que je me crée un faux compte Facebook, hein, je dis Facebook, ou un faux compte, un faux réseau social, je dirais, un faux compte sur un réseau, je peux mettre la photo que je veux. Je peux te faire croire que je suis quelqu'un qui est très bien pour toi. Donc, moi, je pourrais indiquer, j'ai un chien, je ne sais pas comment l'appeler, j'aime beaucoup Max. Moi, je viens de déménager dans Longueuil. Je vais aller à l'école Sainte-Claire. Et là, si je te fais une demande d'amis, là, tu vas te dire « Hey, wow! Ça, ce serait l'ami parfait pour moi. » Mais tu ne connais pas cette personne-là. Donc, on t'invite à toujours aller vérifier si tu as une demande d'amitié. Vérifie soit avec tes parents, appelle ton ami directement. Est-ce que c'est toi qui as bien fait cette demande-là? Et avant d'accepter, tu en parles toujours à ton parent. Très bon conseil, les filles, parce que je pense qu'on oublie cet aspect-là que de l'autre côté, c'est pas toujours... en fait, on ne peut pas vérifier, hein, on ne peut pas confirmer l'identité des autres personnes. Ça, c'est bien à garder en tête. Oui. Il y a des faux profils aussi, donc c'est pas tout le monde qui a des bonnes intentions. Il ne faut pas partir en peur avec ça, mais il faut quand même être conscient que ça peut arriver. Il ne faut pas oublier que tout se copie, tout s'imprime, tout se partage. Donc, à partir du moment que tu décides de faire une publication, que ce soit un écrit, que tu publies une photo, il faut que tu le considères. Peut-être que la photo que tu publies maintenant, dans quelques jours, quelques semaines, quelques années, ben ça ne te tentera plus de la voir sur Internet. Et là, ben, malheureusement, quand tu décides de publier sur Internet, il faut que tu considères que tu en perds le contrôle. Donc, c'est important de garder ça en tête. Même une conversation que tu as en privé avec quelqu'un, il ne faut pas croire que c'est privé et que ça va le rester. Encore une fois, c'est dans ton téléphone, tu écris un commentaire ou tu as une discussion, ben peut-être que toi, tu vas supprimer cette discussion-là de ton téléphone, mais elle reste dans le cellulaire de l'autre personne. Puis tu n'as pas de contrôle dessus. Mm-hmm. Okay? Fait que même si tu dis non, c'était privé, notre conversation, personne n'est au courant, tu le sais jamais. Et si jamais tu as fait des menaces, tu as dit des choses sur le coup de la colère, puis après ça, tu dis ouais, mais je ne le pensais pas vraiment, tu peux quand même avoir des conséquences. Okay? Puis c'est à partir de 12 ans que tu es responsable criminellement. Tu deviens responsable criminellement. Ce que ça veut dire, c'est que tes actes, si jamais tu commets une infraction criminelle, si tu contreviens à la loi, tu fais quelque chose qui est illégal, les policiers vont venir te rencontrer, ils pourraient procéder à ton arrestation.
Donc ça, c'est ce qu'on entend là, des fois dans les films ou dans les émissions. Tu as un état d'arrestation, tu as le droit de garder le silence, tu vas pouvoir contacter un avocat. Ça, c'est vraiment une arrestation. Là, on entend souvent ceux qui disent « Oh, phew, j'ai pas encore 12 ans, c'est correct. » Mais la police va aussi venir te rencontrer. Puis il y a des choses qu'on peut faire quand même. Et c'est de te dire que ce n'est pas correct ce que tu es en train de faire. OK? Puis si jamais c'est pas la police qui intervient, on aime aussi rappeler qu'avant d'écrire une méchanceté sous le coup de la colère, là, essaye de te mettre à la place de l'autre. Puis si tu dis, moi, là, si je recevais les mots que je suis en train d'écrire, peut-être que ça me ferait mal, peut-être que je me sentirais pas bien. Fait qu'avant de les écrire, prends une respiration, tu peux laisser passer. Tu sais, c'est... faut que tu réfléchisses, en fait, aux conséquences que tu pourrais avoir. Si jamais il y a une situation qui fait en sorte que tu n'es pas bien dans ton cœur, tu es confronté à quelque chose sur Internet, les réseaux sociaux, tu es témoin de quelque chose aussi ou tu vis quelque chose personnellement, si tu ne te sens pas bien dans ton cœur avec quelque chose, bien, on t'invite à aller en parler à un adulte de confiance. L'adulte de confiance, ça peut, oui, être ton parent à la maison, la personne avec qui tu habites, mais ça peut être aussi un intervenant en milieu scolaire, ça peut être un professeur, un directeur, une directrice d'école, ça peut être même la policière communautaire. Dans l'agglomération de Longueuil, toutes les écoles primaires et secondaires ont un policier ou une policière communautaire. Donc, tu peux demander à nous parler pour avoir des conseils, mais l'important, c'est vraiment d'en parler puis de ne pas garder ça pour toi, puis de ne pas continuer à être mal dans ton cœur. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu sois bien dans ton cœur. Si jamais tu joues en ligne, hein, parce qu'on va se le dire, il y en a plein qui jouent en ligne. Là. Donc, si jamais tu joues en ligne, tu reçois une demande. Là, je donne l'exemple d'un jeu en ligne, mais ça peut être aussi sur un réseau, peu importe. Tu reçois une demande de quelqu'un, pas juste d'amitié, ça peut être « Hey, ça te tente-tu, on va se retrouver au parc? Ouais, ça te tente-tu, on va aller ensemble dans un endroit? » Tu ne vas jamais rencontrer quelqu'un que tu ne connais pas dans un endroit X. En fait, sans t'être assuré que tu connaissais bien la personne. Puis si tu dis, ouais, mais ça fait 6 mois qu'on joue ensemble en ligne, on se connaît bien. Non. Une personne que je connais bien, un vrai ami, c'est quelqu'un qui vient chez moi. Bon, là, en temps de COVID, c'est un petit peu difficile. C'est quelqu'un avec qui je joue dans la rue ou que j'ai déjà vu, à qui je peux serrer la main en temps normal, qui vient des fois souper à la maison ou chez qui je vais. Ça, c'est un ami. Avant de sortir de la maison, tu dois toujours aviser ton parent d'où tu t'en vas, avec qui tu es, à quelle heure tu reviens. Puis si jamais tu reçois une demande un peu farfelue de te prendre en photo, de donner tes informations et tout ça, puis tu n'es pas bien avec ça, comme Jennifer le disait, oui, tu peux en parler à un ami, mais ton ami n'aura peut-être pas les outils nécessaires pour t'aider, pour trouver une solution. C'est important d'aller en parler aussi à un adulte. Merci les filles, parce que ça arrive plus souvent qu'on pense à ces situations-là, puis on les garde souvent pour nous. En tout cas, moi, j'ai plusieurs jeunes que j'ai vus qui gardaient ça pour eux, pensant que c'était peut-être normal ou acceptable, mais non, je pense qu'il faut en parler. Vous avez bien raison. Le temps a filé à une vitesse folle. J'avais d'autres questions d'élèves, mais je pense que je vais y aller comme en rafale. Fait que je vais vous demander des questions, des réponses courtes. OK? On y va. L'événement où vous avez eu le plus peur pour votre vie? Est-ce qu'il faut absolument que ce soit dans le métier policier? Non. Ben, en fait, oui, c'est ça. On avait discuté un petit peu de ça tantôt aussi. Moi, personnellement, j'ai eu un gros accident de voiture il y a quelques années. Puis j'ai eu très peur. Mais dans le métier policier, il n'y a rien, comme je disais tantôt, ça se transforme en adrénaline. Donc, ça peut pas... je peux pas dire que ça a été un moment parce que j'ai eu extrêmement peur dans ma vie. Donc, c'est un accident de voiture pour ma part. Okay. Pour ma part, moi, c'est une de mes filles qui a été super malade puis qui faisait des convulsions. Elle a comme perdu conscience quand elle était jeune. Donc là, ça m'a fait vraiment peur. Puis j'ai tout de suite retrouvé mes outils de policière puis on a fait ce qu'il y avait à faire. Donc, on l'a amené à l'hôpital puis tout va bien aujourd'hui. Parfait. Deuxième question. On y va avec avez-vous déjà utilisé votre arme de service? Non. En fait, on l'a sorti puis toutes les deux, là, je peux répondre pour nous deux, hein, toutes les deux, on l'a sorti à plusieurs reprises. Mais des fois, juste de le sortir, de le montrer aux gens, bien, à la personne concernée, de verbaliser. Hein, parce qu'on parlait, ça a fait en sorte que ça a calmé la situation. On n'a jamais eu besoin de tirer. Sauf pour pratiquer. Oui, c'est ça, parce que vous avez des pratiques de tir. Dernière question, on va finir, vu que vous êtes deux policières. J'aimerais savoir, est-ce que selon vous, c'est encore difficile d'exercer le métier comme métier policier là, comme femme? Ben non, je vous dirais que les femmes avant nous ont vraiment défriché le chemin. Hein. Il y en a
qui ont payé le prix, je dirais, là, puis qui ont ouvert le chemin pour nous. Mais nous, rendus maintenant, je pense pas que ce soit aussi difficile. Puis au contraire, je pense qu'on se complète. Autant les garçons, les filles, les hommes, les femmes, on a chacun nos qualités, nos forces, chacun nos points à améliorer. Puis ça fait vraiment un beau travail d'équipe, en fait. J'aimerais qu'on se laisse, les filles, sur un conseil pour les jeunes, ou moins jeunes, hein, parce qu'il y a des changements de carrière à tout âge, qui voudraient devenir policiers. Alors, peut-être un petit conseil ou quelque chose que vous auriez à leur lancer pour les inciter à continuer à réaliser leurs rêves. Bien, suivez-le, votre rêve. Faites-vous confiance, puis ça va nous faire plaisir de travailler avec vous dans quelques années. On va être pas mal plus vieilles, là, mais ça va nous faire plaisir. Quand vous vous faites confiance, bien, vous allez atteindre vos objectifs, vous allez faire ce que vous voulez dans la vie et les opportunités de carrière sont infinies. Bien, merci beaucoup, Agente Lafont, Agente d'Anjouat. Merci d'être venue nous rejoindre dans notre confinement, peut-être à la maison. Ça a été vraiment un bonheur. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. OK, au revoir. Bye.